Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 5, suite. En arrivant à Piana, il fallut demander l'hospitalité comme dans les temps anciens et dans les contrées perdues. Jeanne frissonnait de joie en attendant que s'ouvrît la porte où Julien avait frappé. Oh, c'était bien un voyage cela, avec tout l'imprévu des routes inexplorées. Il s'adressait justement à un jeune ménage. On les reçut comme les patriarches devaient recevoir l'hôte envoyé de Dieu. Et ils dormirent sur une paillasse de maïs, dans une vieille maison vermoulue, dont toute la charpente piquée des vers parcourus par les longs tarés mangeurs de poutres, bruissés, semblaient vivre et soupirer. Ils partirent au soleil levant et bientôt ils s'arrêtèrent en face d'une vraie forêt de granit pourpré. C'étaient des pics, des colonnes, des clochetons, des figures surprenantes modelées par le temps, le vent rongeur et la brume de mer. Où jusqu'à 300 mètres, minces, ronds, tordus, crochus, difformes, imprévus, fantastiques, ces surprenants rochers semblaient des arbres, des plantes, des bêtes, des monuments, des hommes, des moines en robe, des diables cornus, des oiseaux démesurés, tout un peuple monstrueux, une ménagerie de cauchemars pétrifiés par le vouloir de quelque dieu extravagant. Jeanne ne parlait plus, le cœur serré. Elle prit la main de Julien qu'elle étreignit, envahie d'un besoin d'aimer devant cette beauté des choses. Et soudain, sortant de ce chaos, ils découvrirent un nouveau golfe, ceint tout entier d'une muraille sanglante de granit rouge. Et dans la mer bleue, ces roches écarlates se reflétaient. Jeanne balbutia « Oh, Julien !» sans trouver d'autres mots, attendrie d'admiration, la gorge étranglée, et 2 larmes coulèrent de ses yeux. Il la regardait stupéfait, demandant « Qu'as-tu, ma chatte ?» Elle essuya ses joues, sourit et d'une voix un peu tremblante. « Ce n'est rien, c'est nerveux, je ne sais pas. J'ai été saisie. Je suis si heureuse que la moindre chose me bouleverse le cœur. » Il ne comprenait pas ces énervements de femme, les secousses de ces êtres vibrants affolés d'un rien, qu'un enthousiasme remue comme une catastrophe, qu'une sensation insaisissable révolutionne, affole de joie ou désespère. Ses larmes lui semblaient ridicules, et tout entier à la préoccupation du mauvais chemin. « Tu ferais mieux, dit-il, de veiller à ton cheval. » Par une route presque impraticable, ils descendirent au fond de ce golfe, puis tournèrent à droite pour gravir le sombre Val d'Ota. Mais le sentier s'annonçait horrible. Julien proposa « Si nous montions à pied ?» Elle ne demandait pas mieux, ravie de marcher, d'être seule avec lui après l'émotion de tout à l'heure. Le guide partit en avant avec la mule et les chevaux, et ils allèrent à petits pas. La montagne, fendue du haut en bas, s'entr'ouvrait. Le sentier s'enfonce dans cette brèche. Il suit le fond entre 2 prodigieuses murailles, et un gros torrent parcourt cette crevasse. L'air est glacé, le granit paraît noir, et tout là-haut, ce qu'on voit du ciel bleu étonne et engourdit. Un bruit soudain fit tressaillir Jeanne. Elle leva les yeux. Un énorme oiseau s'envolait d'un trou, c'était un aigle. Ses ailes ouvertes semblaient chercher les 2 parois du puits, et il monta jusqu'à l'azur où il disparut. Plus loin, la fêlure du mont se dédouble, le sentier grimpe entre les 2 ravins, en zigzag brusque. Jeanne, légère et folle, allait la première, faisant rouler des cailloux sous ses pieds, intrépide, se penchant sur les abîmes. Il la suivait, un peu essoufflé, les yeux à terre par crainte du vertige. Tout à coup, le soleil les inonda, ils crurent sortir de l'enfer. Ils avaient soif. Une trace humide les guida à travers un chaos de pierres jusqu'à une source toute petite canalisée dans un bâton creux pour l'usage des chevriers. Un tapis de mousse couvrait le sol alentour. Jeanne s'agenouilla pour boire, et Julien en fit autant. Et comme elle savourait la fraîcheur de l'eau, il lui prit la taille et tâcha de lui voler sa place au bout du conduit de bois. Elle résista, leurs lèvres se battaient, se rencontraient, se repoussaient. Dans les hasards de la lutte, il saisissait tour à tour la mince extrémité du tube et la mordait pour ne point la lâcher. Et le filet d'eau froide, repris et quitté sans cesse, se brisait et se renouait, éclaboussait les visages, les cous, les habits, les mains. Des gouttelettes pareilles à des perles luisaient dans leurs cheveux, et des baisers coulaient dans le courant. Soudain, Jeanne eut une inspiration d'amour. Elle emplit sa bouche du clair liquide, et les joues gonflées comme des outres fit comprendre à Julien que lèvre à lèvre elle voulait le désaltérer. Il tendit sa gorge, souriant, la tête en arrière, les bras ouverts, et il but d'un trait à cette source de chair vive
qui lui versa dans les entrailles un désir enflammé. Jeanne s'appuyait sur lui avec une tendresse inusitée, son cœur palpitait, ses reins se soulevaient, ses yeux semblaient amollis, trempés d'eau. Elle murmura tout bas « Julien, je t'aime ». Et, l'attirant à son tour, elle se renversa et cacha dans ses mains son visage empourpré de honte. Il s'abattit sur elle, l'étreignant avec emportement. Elle haletait, dans une attente énervée, et tout à coup, elle poussa un cri frappé, comme la foudre, par la sensation qu'elle appelait. Ils furent longtemps à gagner le sommet de la montée, tant elle demeurait palpitante et courbaturée, et ils n'arrivèrent à Évisa que le soir, chez un parent de leur guide, Paoli Palabretti. C'était un homme de grande taille, un peu voûté, avec l'air morne d'un phthisique. Il les conduisit dans leur chambre, une triste chambre de pierre nue, mais belle pour ce pays où toute élégance reste ignorée, et il exprimait en son langage patois corse, bouilli de français et d'italien, son plaisir à les recevoir, quand une voix claire l'interrompit, et une petite femme brune, avec de grands yeux noirs, une peau chaude de soleil, une taille étroite, des dents toujours dehors dans un sourire continu, s'élança, embrassa Jeanne, secoua la main de Julien en répétant « Bonjour madame, bonjour. Monsieur, ça va bien ?» Elle enleva les chapeaux, les châles, rangea tout avec un seul bras car elle portait l'autre en écharpe, puis elle fit sortir tout le monde en disant à son mari « Va les promener jusqu'au dîner. » Monsieur Palabretti obéit aussitôt, se plaça entre les deux jeunes gens et leur fit voir le village. Il traînait ses pas et ses paroles, toussant fréquemment et répétant à chaque quinte « C'est l'air du Val qui est fraîche, qui m'est tombé sur la poitrine. » Il les guida par un sentier perdu, sous les châtaigniers démesurés. Soudain il s'arrêta, et de son accent monotone « C'est ici que mon cousin, Jean Rinaldi, fut tué par Mathieu Laurie. Tenez, j'étais tout près de Jean quand Mathieu parut à 10 pas de nous. « Jean, cria-t-il, ne va pas à l'Albertas. N'y va pas, Jean, ou je te tue, je te dis. » Je pris le bras de Jean. « N'y va pas, Jean, il le ferait. » C'était pour une fille qu'ils suivaient tous deux, Paulina Sinacoupi. Mais Jean se mit à crier « J'irai, Mathieu, ce n'est pas toi qui m'empêcheras. » Alors Mathieu abaissa son fusil avant que j'aie pu ajuster le mien et tira. Jean fit un grand saut des 2 pieds comme un enfant qui danse à la corde. « Oui, monsieur. » Et il me retomba en plein sur le corps, si bien que mon fusil en échappa et roula jusqu'au gros châtaignier là-bas. Jean avait la bouche grande ouverte, mais il ne dit plus un mot, il était mort. Les jeunes gens regardaient stupéfaits le tranquille témoin de ce crime. Jeanne demanda « Et l'assassin ?» Paoli Palabretti toussa longtemps, puis il reprit « Il a gagné la montagne. C'est mon frère qui l'a tué l'an suivant. Vous savez bien, mon frère, Filippi Palabretti, le bandit. » Jeanne frissonna. « Votre frère, un bandit ?» Le Corse placide eut un éclair de fierté dans l'œil. « Oui, madame, c'était un célèbre celui-là. Il a mis à bas 6 gendarmes. Il est mort avec Nicolas Morali lorsqu'ils ont été cernés dans le Niolo après 6 jours de lutte et qu'ils allaient périr de faim. » Puis il ajouta d'un air résigné « C'est le pays qui veut ça. » Du même ton qu'il prenait pour dire « C'est l'air du Val qui est fraîche. » Puis ils rentrèrent dîner, et la petite Corse les traita comme si elle les eût connus depuis 20 ans. Mais une inquiétude poursuivait Jeanne. Retrouverait-elle encore entre les bras de Julien cette étrange et véhémente secousse des sens qu'elle avait ressentie sur la mousse de la fontaine? Lorsqu'ils furent seuls dans la chambre, elle tremblait de rester encore insensible sous ses baisers. Mais elle se rassura bien vite, et ce fut sa première nuit d'amour. Et le lendemain, à l'heure de partir, elle ne se décidait plus à quitter cette humble maison où il lui semblait qu'un bonheur nouveau avait commencé pour elle. Elle attira dans sa chambre la petite femme de son hôte, et tout en établissant bien qu'elle ne voulait point lui faire de cadeau, elle insista, se fâchant même pour lui envoyer de Paris, dès son retour, un souvenir auquel elle attachait une idée presque superstitieuse. La jeune Corse résista longtemps, ne voulant point accepter. Enfin elle consentit. « Eh bien, dit-elle, envoyez-moi un petit pistolet, un tout petit. » Jeanne ouvrit de grands yeux. L'autre ajouta tout bas près de l'oreille comme on confie un doux et intime secret. « C'est pour tuer mon beau-frère. » Et souriant, elle déroula vivement les bandes qui enveloppaient sa chair ronde et blanche, traversée de part en part d'un coup de stylet presque cicatrisé.
Si je n'avais pas été aussi forte que lui, dit-elle, il m'aurait tuée. Mon mari n'est pas jaloux, lui il me connaît. Et puis, il est malade, vous savez, et cela lui calme le sang. D'ailleurs, je suis une honnête femme, moi, madame, mais mon beau-frère croit tout ce qu'on lui dit. Il est jaloux pour mon mari, et il recommencera certainement. Alors j'aurai un petit pistolet, je serai tranquille, et sûre de me venger. Jeanne promit d'envoyer l'arme, embrassa tendrement sa nouvelle amie, et continua sa route. Le reste de son voyage ne fut plus qu'un songe, un enlacement sans fin, une griserie de caresses. Elle ne vit rien, ni les paysages, ni les gens, ni les lieux où elle s'arrêtait. Elle ne regardait plus que Julien. Alors commença l'intimité enfantine et charmante des niaiseries d'amour, des petits mots bêtes et délicieux, le baptême avec des noms mignards de tous les détours et contours et replis de leur corps où se plaisait leur bouche. Comme Jeanne dormait sur le côté droit, son téton du côté gauche était souvent à l'air au réveil. Julien, l'ayant remarqué, appelait celui-là Monsieur Couche-dehors, et l'autre Monsieur l'amoureux, parce que la fleur rosée du sommet semblait plus sensible au baiser. La route profonde entre les deux devint l'allée de Petite-Mère, parce qu'ils s'y promenaient sans cesse, et une autre route plus secrète fut dénommée le chemin de Damas, en souvenir du Val d'Ota. En arrivant à Bastia, il fallut payer le guide. Julien fouilla dans ses poches. Ne trouvant point ce qu'il lui fallait, il dit à Jeanne, « Puisque tu ne te sers pas des 2000 francs de ta mère, donne-les-moi donc à porter. Ils seront plus en sûreté dans ma ceinture, et cela m'évitera de faire de la monnaie. » Elle lui tendit sa bourse. Ils gagnèrent Livourne, visitèrent Florence, Gênes, toute la Corniche. Par un matin de Mistral, ils se retrouvèrent à Marseille. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur départ des peuples. On était au 15 octobre. Jeanne, saisie par le grand vent froid qui semblait venir de là-bas, de la lointaine Normandie, se sentait triste. Julien, depuis quelque temps, semblait changé, fatigué, indifférent, et elle avait peur sans savoir de quoi. Elle retarda de 4 jours encore leur voyage de rentrée, ne pouvant se décider à quitter ce bon pays du soleil. Il lui semblait qu'elle venait d'accomplir le tour du bonheur. Ils s'en allèrent enfin. Ils devaient faire à Paris tous leurs achats pour leur installation définitive au peuple, et Jeanne se réjouissait de rapporter des merveilles grâce au cadeau de Petite-Mère. Mais la première chose à laquelle elle songea fut le pistolet promis à la jeune Corse des visas. Le lendemain de leur arrivée, elle dit à Julien, « Mon chéri, veux-tu me rendre l'argent de maman parce que je vais faire mes emplettes ?» Il se tourna vers elle avec un visage mécontent. « Combien te faut-il » Elle fut surprise et balbutia. « Mais ce que tu voudras. » Il reprit. « Je vais te donner 100 francs. Surtout ne les gaspille pas. » Elle ne savait plus que dire, interdite et confuse. Enfin elle prononça en hésitant. « Mais je t'avais remis cet argent pour... » Il ne la laissa pas achever. « Oui, parfaitement, que ce soit dans ta poche ou dans la mienne, qu'importe, du moment que nous avons la même bourse. Je ne t'en refuse point, n'est-ce pas ? Puisque je te donne 100 francs. » Elle prit les 5 pièces d'or, sans ajouter un mot, mais elle n'osa plus en demander d'autres et n'acheta rien que le pistolet. 8 jours plus tard, ils se mirent en route pour rentrer au peuple. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.